Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Est-ce que vous êtes le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron? Je ne sais pas si je suis un caillou, je suis la voix des élus locaux au travers des sénateurs. C'est vrai qu'ils ont mis un coup d'arrêt à l'alignement des planètes. Mais vous savez, au Sénat, on n'est jamais contre par dogmatisme et jamais pour par discipline. C'est un espace d'exigence, de liberté. Et je me suis fixé deux objectifs à partager. L'équilibre des territoires. Il y a une France qui va bien, il y a une France qui va pas bien. Et il y a une France qui se sent abandonnée et une France qui est sans doute plus incluse dans la mondialisation. Et puis l'équilibre des pouvoirs. Je crois que toute démocratie a besoin d'un contre-pouvoir, d'une voix différente. C'est le Sénat, c'est sa responsabilité. Vous considérez qu'Emmanuel Macron ne parle pas à cette France des territoires, à cette France qui ne va pas bien, comme vous dites? Je ne dis pas qu'il ne parle pas, en tous les cas, ils ne l'entendent pas. Et on voit bien la tension qui existe aujourd'hui. Regardez la semaine passée avec les régions. Il y a besoin de confiance. La vraie méthode, c'est la confiance, c'est le respect. Et je crois que c'est autour de ça que nous devons dialoguer. Et je dis tout net, tout clair, que je souhaite contribuer à être ce pont qui est nécessaire au pays. On ne reconstruit pas un pays, on ne le conduit pas vers la croissance, j'allais dire contre les territoires. Alors, puisque vous parlez, sans les territoires. Puisque vous parlez des territoires, allons-y. À quel moment on est de ce bras de fer entre les territoires et le gouvernement? On a bien vu qu'il y avait des crispations, notamment sur les questions budgétaires. Est-ce qu'on est à la veille d'une fronde des territoires? Je crois qu'il faut reprendre ce qui avait été entamé le 17 juillet. Et quand je concluais mon propos par confiance et respect. Vous savez, sur l'aspect budgétaire, les élus locaux, les élus territoriaux sont conscients de la situation du pays. C'est une affaire de méthode. Je vais prendre un exemple. On se réunit le 17 juillet. Et le 20 juillet, on apprend des gels budgétaires qu'on n'avait pas évoqués le 17 juillet. Et des gels budgétaires qui visent notamment la France rurale. Et moi qui suis l'élu d'un département plutôt urbain, je ressens que cette France rurale le prend quelque part dans l'estomac. Encore nous, alors que ne l'oublions pas, sous le quinquennat de François Hollande, les communes, les départements ont fait plus de 11 milliards d'efforts budgétaires. Et pardon de vous le dire comme ça, et après? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une grogne des territoires, le gouvernement s'est fixé un cap. On a ce matin une interview du Premier ministre dans Libération qui dit en gros, calmons-nous, sur l'ensemble des collectivités territoriales, les dotations augmenteront. Sous-entendu, c'est pas une colère justifiée. Et il dit à la une de Libé, j'assume. Oui, mais moi aussi j'assume de dire qu'on ne fait pas de développement économique sans les régions, sans les intercommunalités. Et qu'est-ce que nous recherchons ensemble? Ça, c'est un point de convergence. Quoi? La croissance? Le retour vers le plein emploi? C'est les objectifs que nous partageons. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'étais pas un anti-pouvoir. Simplement un contre-pouvoir, une voie différente. Je crois qu'on peut se mettre autour de la table. Il y a d'autres sujets. Le logement. Voilà un sujet majeur dans la vie quotidienne des Français. Parce que les élus locaux, ce n'est pas une caste. Ce sont les représentants de la vie quotidienne des Français. D'ailleurs, quand tout va mal, les Français ils se tournent vers leur maire adjoint, leurs conseillers municipaux. Voilà des sujets sur lesquels, je pense, nous pouvons travailler ensemble. En tous les cas, c'est ce que je dirai dans quelques jours au président de la République. Que vous allez rencontrer. Bien sûr. Vous croyez à la théorie du ruissellement? C'est-à-dire, ça consisterait à donner plus de liberté au marché, baisser l'impôt notamment sur les plus aisés, en espérant que tout cela relance l'économie. On sait que l'ISF est un mauvais impôt. Et d'ailleurs, l'exemple suédois le montre. Dieu sait que c'était un pays fiscalisé. L'abandon de ce type d'impôt a contribué à la croissance. On dit même, suivant les économistes européens, que ça a permis de redonner 1% de PIB en plus. Donc je crois que l'impôt, il doit être le plus juste possible, mais un mauvais impôt, quand il est mauvais, ce n'est pas les tentatives de rééquilibrage qui le rendent meilleur. Donc ça veut dire que le procès qui est fait au gouvernement sur, en gros, le budget des riches, etc., vous trouvez que c'est injustifié? C'est injuste? Si le budget contribue à la croissance, alors le budget porte des vertus. Naturellement, il doit être attentif aux plus modestes. Et c'est ce que nous examinerons au Sénat. Je voudrais simplement rappeler comme un clin d'œil que le Sénat, il y a un an, souvenez-vous, avait refusé d'examiner le budget parce qu'il le trouvait insincère. C'était le budget des prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'a dit la Cour des comptes 6 mois après? Nous examinerons ce budget, comme toujours, sans a priori, avec des exigences, avec aussi la nécessité
d'apporter des réponses, notamment en matière de fiscalité et de fiscalité territoriale. Le sujet de la réforme de la taxe d'habitation ne sera pas le seul cœur des débats, mais sera un des éléments du débat. Vous savez, c'est le seul impôt que nos concitoyens voient réellement en action. Parce que la taxe d'habitation, c'est les crèches, c'est l'école, c'est donc on entend bien, dans ce que vous êtes en train de nous expliquer ce matin sur la taxe d'habitation, que le Sénat ne va pas faciliter le travail du gouvernement. Vous voulez bloquer, non, au fond, pas du tout. Tenter il va faire des propositions. Parce que le président de la République s'est engagé, les Français ont choisi. Ce qui compte, c'est de garder une taxe qui soit une relation citoyen-collectivité. Ça veut dire quoi, concrètement? On la supprime ou on la supprime pas? Comment est-ce qu'on peut aménager une proposition? Que ça. Il y a plusieurs taxes, mais peut-être qu'on peut y revenir un jour techniquement. Le matin, c'est un peu compliqué à comprendre. Ah non, je vous assure qu'ils sont très réveillés, les téléspectateurs de Télématin. Sur la loi antiterroriste, par exemple, je disais tout à l'heure, premier opposant institutionnel. Et on peut se poser la question de savoir quels sont en réalité les pouvoirs du Sénat. Le texte, il avait été amendé au Sénat. L'Assemblée est revenue à sa version initiale. Vous le regrettez? Non, il y a beaucoup de points qui ont été acquis, pardonnez-moi. Notamment le fait que la loi soit fongible. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, le texte disparaisse. Parce que nous sommes dans une situation particulière liée au terrorisme. Vous savez, au Sénat, on essaye toujours de trouver l'équilibre entre liberté individuelle et collective, qui est génétiquement porté par le Sénat, et la sécurité. Non, nous avons un point de vraie différence, c'est les identifiants de communication dont nous pensons qu'ils ne sont pas conformes au Conseil constitutionnel. Mais, au fond, je vois la frénésie de la loi. Regardez Marseille. Si on appliquait simplement la loi, depuis 2005, on n'a pas appliqué la loi. Sur les reconduites à la frontière? Situation irrégulière, délinquance, condamnation, faute de place dans un centre de rétention, on remet en liberté. Et si, avant de faire plus de lois, toujours plus de lois, on appliquait simplement la loi? C'est ce que, vraiment, je veux porter. La loi, ce n'est pas une réponse de pulsion à un drame absolu. La loi, elle doit être utile, mais déjà appliquons la loi. Premier opposant institutionnel, finalement, ça vous va pas si mal? Opposant, c'est peut-être pas mon mot, mais première voie différente, ça me va bien. C'est dit. Merci beaucoup, Gérard Larcher, c'est à vous, Laurent.